Copenhague est souvent décrite comme l'une des villes les plus agréables à vivre au monde, et cela se vérifie dès la sortie de l'aéroport. Le métro passe toutes les quelques minutes, les quais sont impeccables, et en un quart d'heure, on est au cœur du centre historique sans entendre un seul coup de klaxon. Pour les visiteurs, cette efficacité est presque surprenante. Pour les habitants, c'est tout simplement le fonctionnement de la ville. Tout est pensé pour faciliter le quotidien, le rendre sain et prévisible. L'exemple le plus frappant est la relation entre cyclistes et automobilistes. Copenhague n'est pas une ville où quelques personnes choisissent de faire du vélo. C'est un lieu où plus de la moitié des trajets domicile-travail ou domicile-école se font à vélo. Des pistes cyclables longent presque toutes les artères principales, suffisamment larges pour permettre à plusieurs cyclistes de circuler simultanément. Tôt le matin, on voit les cyclistes rouler en file indienne, la tête baissée, leurs écharpes bien serrées, le cliquetis des vitesses rythmées. Les voitures attendent derrière les lignes délimitées, laissant la priorité aux vélos. Les automobilistes s'attendent à voir des cyclistes. Les cyclistes ont confiance dans le système. La circulation est fluide, presque automatique. Mais l'aménagement de la ville ne se limite pas aux déplacements. Copenhague est construite autour de l'eau, et les Danois l'utilisent d'une manière qui surprend souvent les visiteurs. Le port, autrefois industriel et pollué, est désormais suffisamment propre pour la baignade. Les matins d'été, les employés de bureau plongent dans l'eau fraîche avant de commencer leur journée. Les bains publics du port sont gratuits et sécurisés, avec des maîtres nageurs qui veillent sur les familles, les adolescents et les nageurs matinaux. Même en hiver, quelques habitants descendent les échelles métalliques, font un bref plongeon et se précipitent au sauna, laissant derrière eux des nuages de vapeur. Depuis le port, une courte promenade mène à Nyhavn, le canal du XVIIe siècle bordé de maisons colorées et de péniches. C'est l'un des endroits les plus photographiés du Danemark et, malgré l'affluence, il reste un point de repère idéal. Les restaurants ouvrent leurs terrasses tôt et mettent des couvertures à disposition des clients, car les Danois aiment profiter du plein air même par temps froid. L'odeur du café torréfié se mêle à l'air marin du canal et les péniches grincent doucement contre leurs amarres. À quelques rues de là, on découvre les lacs de la ville, une série de longs et étroits bassins qui séparent le centre de Copenhague des quartiers de Nørrebro et de Frederiksberg. Les habitants courent sur les chemins de gravier, des parents promènent leurs enfants en poussette et des groupes d'amis s'installent sur les berges avec des viennoiseries à emporter. En fin d'après-midi, la surface de l'eau est souvent parfaitement immobile, créant de nets reflets des immeubles et des arbres environnants. Ces lacs n'offrent pas de paysages spectaculaires, mais ils illustrent la manière dont la ville intègre des espaces de calme au sein de ses quartiers animés. Une autre chose qui frappe immédiatement les visiteurs, c'est le silence, ou plutôt son absence. Copenhague est une ville paisible. Pas de moteurs bruyants, pas de klaxons intempestifs, et même les chantiers sont organisés derrière des barrières propres qui atténuent les nuisances sonores. Les cafés ouvrent tranquillement le matin, exposant leurs brioches à la cannelle fraîchement préparées en vitrine. Les supermarchés évitent de diffuser de la musique à plein volume. Les rues sont nettoyées quotidiennement. Cette atmosphère sereine et naturelle, elle est le fruit d'une planification à long terme axée sur les piétons et non sur la circulation. Explorer la ville est facile et ne nécessite pas de voiture. Le métro est rapide et entièrement automatique. Des ferries sillonnent le port, reliant des quartiers comme Islandsbrygge, Refn et Refshaleøen. La marche est l'un des meilleurs moyens de s'imprégner du rythme de Copenhague. Les ruelles étroites de la vieille ville, les larges zones piétonnes autour de Stroget et les quartiers résidentiels où les aires de jeu remplacent les parkings. Chaque itinéraire témoigne de la même priorité, rendre la ville agréable à vivre au quotidien.
Il existe d'innombrables petits moments visuels qui définissent Copenhague bien plus que n'importe quel monument. Des cyclistes qui glissent en vagues silencieuses sur le Dronning Louise Bro. Des habitants assis le long du port, les pieds dans l'eau. Des enfants qui apprennent à faire du vélo sous le regard de leurs parents assis sur un banc. Des travailleurs qui se baignent pendant leur pause déjeuner. Ce sont ces scènes qui donnent à la ville son caractère, plus que n'importe quelle attraction touristique majeure. À Copenhague, le visiteur ne se sent pas comme un étranger. L'urbanisme invite naturellement à s'intégrer aux habitudes locales, privilégier la marche à la voiture, enfourcher un vélo sans hésiter, faire une pause au bord de l'eau, commencer la journée par une viennoiserie dans une rue calme. La ville illustre comment une capitale peut fonctionner harmonieusement lorsqu'elle est bâtie autour d'un principe simple. La vie quotidienne doit être facile, humaine et accessible. Quand on parle de design danois, on imagine souvent des lignes épurées, du bois clair et des meubles minimalistes. Mais sa véritable signification est bien plus profonde. Le design danois repose sur 3 principes: la fonctionnalité, la simplicité et le savoir-faire. Chaque objet doit être fonctionnel, esthétique et conçu pour durer des décennies. Une chaise n'est pas créée pour attirer l'attention, mais pour offrir un confort optimal et durable. Une lampe n'est pas conçue pour être un objet de désir, mais pour diffuser une lumière douce et non agressive pour les yeux. Cette philosophie imprègne tout, des meubles au vélo, en passant par les bâtiments et même les ustensiles de cuisine. Le milieu du XXe siècle a marqué un tournant. Des designers comme Hans J. Wegener, Arne Jacobsen, Borge Mogensen et Finn Juhl ont pris des objets du quotidien et les ont perfectionnés jusqu'à les dépouiller de tout superflu. Wegener, par exemple, a créé plus de 500 chaises au cours de sa vie, chacune conçue pour épouser la posture naturelle du corps. Sa chaise Wishbone est toujours produite aujourd'hui, et de nombreux foyers danois en possèdent une, utilisée quotidiennement depuis 50 ou 60 ans. Le bois acquiert une patine lisse au contact des mains posées sur les accoudoirs. L'assise se raffermit naturellement avec le temps. La chaise vieillit, mais elle reste toujours fonctionnelle. Arne Jacobsen a exploré presque tous les domaines. Architecture, mobilier, couverts, luminaires. Il a conçu l'hôtel SAS Royal à Copenhague. Et c'est là qu'il a créé le fauteuil Egg et le fauteuil Swan, des pièces aujourd'hui mondialement connues. Mais son ambition n'était pas d'atteindre le statut d'icône. Il souhaitait un mobilier qui épouse les courbes du corps humain et s'intègre harmonieusement à la géométrie du bâtiment. Même les petits détails comptaient. Les couverts qu'il a dessinés pour l'hôtel sont encore utilisés aujourd'hui. Leur équilibre est si précis que lorsqu'on tient une cuillère ou une fourchette, le poids est parfaitement réparti du manche à la pointe. Pour mieux comprendre cette culture du design, le Design Museum Danemark est un point de départ idéal. Situé près de l'église de marbre, le musée expose des chaises, des lampes, des textiles, des céramiques et des outils de différentes époques. En parcourant les galeries, on constate la constance de cette philosophie. Bois lisse, lignes courbes, couleurs douces et matériaux travaillés avec respect. Un espace est souvent dédié à la fabrication artisanale. Les visiteurs peuvent toucher du bois brut, tester le poids d'outils anciens ou observer la réalisation d'assemblages sans clous. L'accent est mis sur le travail manuel. Rien n'est produit en série sans soin. Mais le design danois ne se limite pas aux musées ou aux showrooms. On le remarque immédiatement dans les espaces du quotidien. Les chaises de café sont souvent des répliques de modèles classiques, car elles résistent à l'épreuve du temps et conservent leur élégance même après avoir été utilisées par des milliers de clients. Les lampadaires diffusent une lumière chaude et uniforme grâce à des abat-jours conçus pour réduire l'éblouissement. Les vélos ont des cadres simples et des selles confortables. La priorité est donnée à la durabilité, puis au style. Même les poubelles sont conçues avec des bords arrondis pour éviter que les enfants ne se blessent en les heurtant. En flânant dans Copenhague, on découvre le design en action, et non exposé en vitrine. Dans une petite boulangerie, une tasse en céramique parfaitement équilibrée côtoie une pâtisserie. Solide sans être lourde, sa poignée épouse naturellement la forme des doigts. À la fenêtre d'un bureau,
Une lampe PH de Poul Henningsen diffuse une douce lumière sur un espace de travail grâce à ses abat-jours superposés qui dirigent la lumière vers le bas sans éblouir. Sur un balcon d'habitation, des structures classiques en acier soutiennent des planches de bois qui se patinent lentement, prenant une teinte argentée au fil des ans tout en conservant leur surface lisse. L'un des exemples les plus frappants dans la vie réelle est le vieillissement des objets. Il est fréquent, dans une maison danoise, de voir la même chaise utilisée par une même famille depuis les années 1960. Le bois a été légèrement poncé au fil des ans. L'assise a peut-être été remplacée une fois, mais la structure est restée intacte. Cette longévité est un choix délibéré. Le design danois vise à réduire les déchets en créant des produits qui n'ont pas besoin d'être remplacés. La valeur réside dans la durabilité et non dans la nouveauté. Le design danois est une philosophie. Qu'il s'agisse d'une chaise ayant traversé 3 générations, d'une lampe soigneusement orientée pour diffuser une lumière douce ou d'un vélo ayant survécu à d'innombrables trajets quotidiens, l'objectif reste le même: créer des objets qui simplifient le quotidien, l'apaisent et le rendent plus confortable. Leur beauté réside dans leur fonctionnalité et non dans leur capacité à attirer ostensiblement l'attention. Christianshavn semble tout droit sorti d'une carte de ville néerlandaise et transplanté au cœur de Copenhague. Construit au XVIIe siècle sous le règne du roi Christian IV, ce quartier a été conçu avec des canaux rectilignes, des entrepôts en briques et d'étroits ponts surplombant l'eau. Aujourd'hui, les bateaux glissent lentement sur les canaux, croisant des péniches où l'on prend son café du matin ou où l'on s'affaire à de petits travaux sur le pont. Le quartier dégage une atmosphère à la fois historique et vivante. Les habitants circulent à vélo dans les rues pavées et l'odeur du pain frais s'échappe des petites boulangeries qui ouvrent tôt. Se promener dans Christianshavn permet de constater à quel point Copenhague intègre harmonieusement l'eau à son quotidien. Les habitants pagaillent en kayak entre les rangées de bateaux. Des cyclistes traversent le pont de Torvegade tandis que des piétons se penchent par-dessus la rambarde pour admirer le ballet des cygnes. Les cafés sont installés au bord du canal, leurs tables presque au ras de l'eau. Ici, la vie s'écoule paisiblement, rythmée par les piétons plutôt que par les voitures. Mais à quelques minutes de là se trouve Christiania, une conception radicalement différente de ce que peut être une communauté. Fondée en 1971, lorsqu'un groupe d'habitants investit d'anciennes casernes militaires et proclama le quartier ville libre, Christiania possède ses propres règles. Bien qu'elle ne soit pas indépendante du Danemark, elle bénéficie depuis des décennies d'une autonomie inhabituelle pour une capitale européenne. Les décisions communautaires sont prises collectivement lors de réunions. Les voitures y sont interdites. Les maisons sont construites ou rénovées par les habitants eux-mêmes, souvent avec des matériaux recyclés, ce qui confère au quartier un style architectural unique. Ce qui frappe d'emblée les visiteurs, ce sont les œuvres d'art. De nombreuses fresques ornent les murs, arborant des formes abstraites ou des messages politiques. Des sculptures en bois se dressent dans les jardins. Des enseignes colorées signalent les cafés, les ateliers et les salles de concert. Le long de Pusher Street, l'artère principale, la photographie est interdite et les visiteurs sont priés de respecter cette interdiction. Le trafic de drogue douce fait partie de l'histoire de Christiania, même si les interventions policières et les décisions de la communauté ont modifié l'atmosphère à plusieurs reprises au fil des ans. Les drogues dures sont strictement interdites par la communauté. La violence est rejetée. Les habitants privilégient un mode de vie simple et axé sur la solidarité. Au-delà de la rue principale, Christiania s'apaise. On y trouve des ateliers où des artisans réparent des vélos, fabriquent des meubles ou travaillent le métal. Des musiciens répètent souvent dans des studios ouverts, et l'on entend des riffs de guitare ou des rythmes de batterie résonner dans les anciennes casernes. Des enfants font du vélo sur des chemins de gravier. On croise des gens assis sur des bancs improvisés avec des palettes en bois. Un petit lac borde le quartier, entouré de maisons artisanales aux couleurs vives, avec des jardins un peu sauvages. L'influence de Christiania sur la culture danoise dépasse largement son espace physique. Elle a suscité des débats à l'échelle nationale sur le logement, la vie communautaire, les normes sociales et les libertés individuelles. Si de nombreux Danois ne partagent pas tous les aspects de cette ville libre, la plupart reconnaissent son impact culturel.
Elle a remis en question l'idée même du fonctionnement d'un quartier et, ce faisant, est devenue un symbole de la contre-culture au Danemark. Parallèlement, Christianshavn, le quartier qui l'entoure, est devenu l'un des plus prisés de Copenhague, mêlant appartements haut de gamme, cafés et espaces créatifs. Le contraste entre les deux est frappant, mais leur coexistence s'avère étonnamment harmonieuse. Explorer Christianshavn et Christiania ensemble permet aux visiteurs de mieux appréhender la diversité de Copenhague. D'un côté, des canaux bien entretenus, des bateaux glissant sous des ponts bas et une vie citadine organisée. De l'autre, des murs couverts de graffitis, des maisons construites par leurs propriétaires et une communauté qui continue d'expérimenter des modes de vie alternatifs. On peut y croiser un musicien répétant sur un banc pendant qu'une personne répare un vélo non loin de là, ou des cyclistes circulant lentement dans des ruelles aux couleurs vives. Ces deux quartiers illustrent comment Copenhague allie structure et expérimentation. Christianshavn reflète l'histoire de la ville et son urbanisme soigné. Christiania, à l'inverse, incarne la créativité, l'indépendance et une volonté de remettre en question les normes établies. Ensemble, ils forment l'un des quartiers les plus intéressants de la ville. Un lieu où les visiteurs peuvent découvrir, à quelques pas l'un de l'autre, deux visions très différentes de la vie en communauté. Les monuments royaux de Copenhague se dressent en plein cœur de la ville moderne, ce qui contribue à leur singularité. Nul besoin de franchir des cordons de sécurité ni de pénétrer dans des quartiers fermés. Il suffit de traverser des places ouvertes où les gardes royaux croisent les habitants se rendant à leur travail. La monarchie danoise est l'une des plus anciennes au monde, mais sa présence aujourd'hui est étonnamment accessible, presque discrète. Le cœur de la vie royale est le palais d'Amalienborg, un ensemble de 4 bâtiments rococo identiques formant un carré octogonal. La famille royale danoise y réside, et lorsqu'on se tient au centre, on ressent l'immensité et la liberté de l'espace. Aucune haute clôture ne le sépare des portes du palais. Les touristes se tiennent à quelques mètres seulement. Le gravier crisse sous vos pas à mesure que vous vous approchez de la statue en bronze du roi Frédéric V qui domine le centre de la place. Chaque jour à midi, la relève de la garde a lieu. Les gardes royaux arrivent en rang serré depuis le château de Rosenborg, vêtus d'uniformes bleu foncé, de hauts bonnets en peau d'ours et de casques d'acier poli qui reflètent la lumière du jour. Le claquement de leurs bottes sur le pavé résonne sur la place, d'ordinaire si calme. La cérémonie est précise et maîtrisée, mais l'atmosphère reste détendue. Des habitants promènent leurs chiens en bordure de place tandis que les visiteurs prennent des photos. En hiver, le souffle des gardes emprisonne l'air lorsqu'ils défilent en formation, le froid faisant ressortir l'éclat de leurs uniformes. À quelques pas de là se dresse le château de Rosenborg, un édifice du XVIIe siècle entouré du jardin du roi, un parc très fréquenté où l'on pique-nique, fait son jogging ou lit dans l'herbe. À l'intérieur du château se trouvent les joyaux de la couronne danoise et les insignes royaux. Les salles sont conservées avec des tapisseries détaillées, des plafonds ornés et des objets qui témoignent du mode de vie de la monarchie il y a plusieurs siècles. C'est l'un des meilleurs endroits pour comprendre la transition du Danemark d'un puissant royaume européen à une monarchie constitutionnelle moderne. Le château est empreint d'histoire, mais le parc extérieur est animé par la vie quotidienne. Des parents promenant leurs enfants, des étudiants assis sous les arbres, des employés de bureau déjeunant sur les bancs. Le troisième site majeur, le palais de Christiansborg, est unique en son genre car il abrite les 3 pouvoirs de l'État danois, le cabinet du Premier ministre, le Parlement et la Cour suprême. La monarchie utilise également certaines parties du palais pour des événements officiels et des dîners d'État. Cet espace partagé reflète la conception danoise du pouvoir, formelle mais accessible, traditionnelle mais ouverte à la participation du public. Les visiteurs peuvent visiter les salles de réception royale, déambuler dans les écuries où sont entraînés les chevaux blancs pour les cérémonies, ou monter au sommet de la tour pour profiter d'une vue imprenable sur la ville. Comprendre la monarchie danoise aujourd'hui, c'est comprendre son rôle de symbole d'unité plutôt que de force politique. La famille royale participe à des événements publics, soutient des œuvres caritatives et représente le Danemark à l'étranger. Nombre de Danois apprécient la monarchie pour sa stabilité et sa continuité, plus que pour son autorité.
Cela se manifeste clairement lors des fêtes nationales, où la foule rassemblée autour d'Amalienborg est joyeuse mais sereine, agitant des drapeaux sans l'intensité que l'on observe dans les monarchies plus cérémonielles. Les traditions royales se mêlent harmonieusement au Copenhague moderne. Certains matins, on peut apercevoir un garde croisant un cycliste pressé d'aller travailler, la clochette à la main. Lors des cérémonies hivernales, une fine couche de neige recouvre les pavés devant Amalienborg, tandis que les gardes, immobiles, observent les touristes déambuler autour d'eux. En début de soirée, les places du palais s'apaisent. Les réverbères projettent des teintes chaudes sur les façades et le bruit lointain de la circulation remplace les pas des gardes. Déambuler dans ces sites royaux ne donne pas l'impression de pénétrer dans un autre monde. C'est plutôt comme traverser différentes strates de l'histoire danoise qui s'intègrent harmonieusement au rythme de la vie quotidienne. Les casques polis, les étroits couloirs du palais, les places paisibles et les espaces publics ouverts témoignent d'une monarchie qui a su s'adapter à la société moderne sans perdre son identité. La cuisine danoise a connu une transformation radicale ces dernières décennies. Pendant des générations, elle s'est concentrée sur des plats copieux et pratiques, conçus pour les longs hivers. Pain de seigle, pommes de terre, charcuterie, ragoûts et poissons en conserve. Ces aliments existent toujours, et beaucoup font encore partie du quotidien. Mais le Danemark est aujourd'hui mondialement connu pour une toute autre chose. Un mouvement culinaire qui a fait des ingrédients nordiques une tendance planétaire. Ce changement a débuté lentement, puis s'est accéléré lorsqu'un restaurant, Noma, a redéfini les notions de local et de saison. Noma a ouvert ses portes en 2003 et ne s'est pas contenté de proposer des plats danois revisités. Le restaurant a réinventé la cuisine nordique de fond en comble. Au lieu de s'appuyer sur des produits importés, les chefs ont privilégié les ingrédients locaux. Herbes sauvages, champignons, algues, fruits de mer, légumes cultivés sous des climats rigoureux, baies cueillies en forêt et produits fermentés. L'approche du restaurant a rapidement fait des émules. Pendant des années, il a figuré parmi les meilleures tables du monde. Et de nombreux chefs formés chez Noma ont ouvert leurs propres établissements à Copenhague, contribuant à l'émergence d'une scène culinaire qui valorise la créativité tout en restant profondément ancrée dans le terroir. Pourtant, les fondements de la culture culinaire danoise restent omniprésents. Le plat le plus emblématique est le smørrebrød, une tartine de pain de seigle dense. Ce pain, finement tranché, présente une légère acidité due à la fermentation naturelle. Les garnitures traditionnelles incluent le hareng mariné, le roast-beef à la rémoulade, l'œuf et les crevettes, ou encore le saumon fumé. Dans les restaurants traditionnels, les serveurs déposent les assiettes sur la table avec un bruit sourd et la salle s'emplit des arômes d'aneth, de réfort et d'oignons. Ce plat est simple, mais chaque élément a son importance. Des saveurs prononcées, des ingrédients de longue conservation et des textures qui s'harmonisent parfaitement. Le poisson mariné demeure un élément incontournable de la cuisine danoise. Dans les petits restaurants du port, les chefs servent du hareng sur des assiettes garnies de pain de seigle beurré. On peut admirer le brillant du vinaigre sur le poisson et humer les épices, le laurier, les grains de poivre et les graines de moutarde. Certaines versions sont accompagnées d'une sauce au curry, d'autres d'oignons et de capre. La présentation est simple, mais le résultat est riche et savoureux. Les boulangeries sont un autre élément essentiel du quotidien. Le matin, les habitants font la queue pour acheter du pain viennois tout juste sorti du four. Nombre d'entre elles se spécialisent dans le pain au levain, préparé avec de la farine provenant de petits moulins danois. Le pain de seigle, en particulier, est une véritable institution. On voit souvent les boulangers trancher de gros pains denses et sombres avec de longs couteaux dentelés. La croûte se craquelle nette et l'arôme des céréales embaume la pièce. La cuisine danoise moderne ne renie pas ses traditions, elle les enrichit. Sur les marchés comme Torvehallen, on trouve des vendeurs proposant des smørrebrød classiques à côté d'étals offrant des plats d'inspiration nordique à base de légumes de saison ou de fruits de mer. Le soir,
Les restaurants du port marient techniques de conservation traditionnelle et présentation moderne. Un plat peut ainsi comprendre des betteraves rôties au sel, des moules cuites à la vapeur aux herbes ou des légumes marinés soigneusement disposés sur des assiettes en céramique artisanale. Les chefs, à l'aide de pinces, déposent délicatement de petites herbes locales sur chaque plat, mais les saveurs restent profondément ancrées dans le terroir. L'un des traits caractéristiques de la culture culinaire danoise est son lien profond avec le territoire. Les agriculteurs fournissent les légumes qui poussent dans les sols sableux. Les pêcheurs ramènent de la morue, du maquereau et des crevettes des eaux froides du nord. Les cueilleurs ramassent des herbes comme l'oxalis des bois, l'argousier et l'ail des ours. Cette influence se perçoit dans les moindres détails. Un chef qui décore une assiette de jeunes pousses vertes, un bocal de choux fermenté sur le comptoir, ou un bol de beurre fraîchement baratté posé à côté de pain chaud. Les visiteurs découvrent cette culture culinaire de multiples façons. Dans un restaurant traditionnel, le serveur dépose une assiette de harengs devant vous, sans fioriture. Dans une boulangerie, les effluves de cardamome et de cannelle se mêlent à la douce chaleur des fours. Dans un marché couvert, les commerçants préparent des plats à partir d'ingrédients de saison. Dans un restaurant moderne du port, les chefs dressent les assiettes avec soin, en utilisant des herbes fraîchement cueillies. Il en résulte une cuisine qui respecte ses racines tout en s'ouvrant à la modernité. La gastronomie danoise d'aujourd'hui est un dialogue entre passé et présent. Pain de seigle tranché dans des cafés tranquilles, harengs marinés servis selon une recette ancestrale et plats inventifs inspirés par le mouvement de la nouvelle cuisine nordique. Pour les visiteurs, c'est l'une des manières les plus claires de comprendre comment le Danemark honore la tradition tout en se réinventant sans cesse. Situés en plein cœur de Copenhague, juste en face de la gare centrale, les jardins de Tivoli offrent une expérience unique. Pourtant, y pénétrer ne donne jamais l'impression d'entrer dans un parc d'attractions, mais plutôt de s'immerger dans une tradition. Inauguré en 1843, Tivoli est l'un des plus anciens parcs d'attractions au monde encore en activité. Il a été construit à une époque où l'Europe connaissait une mutation rapide et où les villes avaient besoin d'espace où l'on pouvait simplement se détendre et se divertir. Cette mission est restée inchangée, et c'est peut-être ce qui explique le succès de Tivoli aujourd'hui. Un mélange de nostalgie et de renouvellement constant, qui préserve son charme sans jamais tomber dans l'oubli. Les éléments essentiels de Tivoli sont simples: manège, lumière, spectacle, jardin. Mais ce qui le rend inoubliable, c'est la subtile harmonie de ces éléments. On n'est jamais assailli par le bruit ou des écrans clignotants. Au contraire, le parc vous guide à travers des espaces conçus pour différentes ambiances, des allées fleuries et paisibles, des places animées par de la musique, de petits pavillons où les familles se retrouvent pour déguster des pâtisseries. On entend le grondement des montagnes russes en bois d'époque, parmi les plus anciennes encore en activité au monde, mais elles ne prennent jamais le pas sur l'espace. Tout est en harmonie. Un visiteur remarque rapidement que Tivoli est conçu pour tous les âges. Les adolescents se précipitent vers les montagnes russes des monts. Les couples plus âgés optent pour les balançoires ou la grande roue pour admirer la vue sur la ville. Les enfants se dirigent vers les petits bateaux sur le lac. Et puis il y a ceux qui viennent sans faire d'attraction, les Danois qui achètent un abonnement annuel simplement pour profiter des jardins après le travail. Ils s'assoient sous les arbres, retrouvent des amis pour dîner ou assistent aux concerts gratuits organisés tout au long de l'été. Ce mélange d'amateurs de sensations fortes et de promeneurs du soir explique en partie pourquoi Tivoli est si cher aux Danois. Pour eux, le parc n'est pas qu'une simple attraction, il fait partie intégrante de leur quotidien. Les jardins eux-mêmes sont une des principales raisons de leur succès. Georg Carstensen, le fondateur de Tivoli, était convaincu que ce sont les fleurs et les plantes, et non les attractions, qui créent l'atmosphère qui fidélise les visiteurs. Aujourd'hui encore, ces jardins occupent une place centrale. Des milliers de fleurs agencées au fil des saisons, des allées illuminées, de petits ponts enjambant les étangs et des bancs paisibles où l'on peut observer les canards glisser sur l'eau. À la nuit tombée, le parc se métamorphose. Les lumières s'illuminent de toutes parts.
Des guirlandes lumineuses au ton chaud ornent les toits, des lanternes pendent des arbres et leurs reflets scintillent sur le lac. C'est ce Tivoli qui a inspiré Walt Disney lors de sa visite dans les années 1950, contribuant à façonner l'atmosphère de Disneyland. Un lieu propre, organisé, vivant sans jamais être chaotique, conçu pour offrir une expérience personnalisée. Tivoli est également intimement lié au rythme des saisons danoises. Chaque période de l'année est marquée par une nouvelle fête, et le parc se métamorphose entièrement pour l'occasion. Noël à Tivoli est la plus célèbre. Des stands en bois proposent du glögg et des noix grillées, des décorations enneigées, des sapins illuminés de guirlandes chaleureuses et un petit village nordique reconstitué au cœur du parc. Les familles y reviennent année après année car il incarne tout ce que les Danois associent aux fêtes de fin d'année. Convivialité, gastronomie et esprit de communauté. En octobre, Tivoli se transforme en un véritable paradis pour Halloween avec des citrouilles géantes, des décorations en paille, des sculptures minutieuses et des spectacles en soirée. Le parc ne donne jamais l'impression d'être bâclé ou bon marché. Chaque décoration est soigneusement placée pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture existante. Puis vient l'été à Tivoli, une saison rythmée par des concerts en plein air, des ballets et les événements Friday Rock qui attirent davantage les locaux que les touristes. On y vient avec des couvertures, on s'installe au bord du lac et on attend que la musique commence, tandis que les derniers rayons du soleil caressent les toits. Pour saisir l'essence de Tivoli, il faut s'attarder sur les petits détails. Les lanternes flottant au-dessus du lac au crépuscule, la lueur des rails en bois des vieilles montagnes russes, les rires des adolescents dégustant des amandes enrobées de sucre, ou encore les couples savourant une glace à l'italienne tandis que des feux d'artifice illuminent le ciel derrière la pagode. Aucune de ces scènes n'est mise en scène. Elles reflètent simplement la vie quotidienne à Tivoli. Voilà le secret du parc. Il ne s'agit pas seulement d'attractions, mais aussi de la façon dont les gens s'approprient l'espace, de son intégration à la culture de Copenhague. Tivoli n'est pas un musée d'histoire, c'est une histoire vivante, constamment renouvelée mais toujours reconnaissable. Et pour les visiteurs, il offre une expérience rare, un lieu où l'on ressent à la fois le passé et le présent. À quelques stations de métro du centre historique de Copenhague, Orested offre un tout autre visage. Bâti sur d'anciens marais et champs, ce quartier est l'un des projets d'aménagement urbain les plus ambitieux de Scandinavie. Il a été conçu pour préfigurer le mode de vie nordique de demain. Ici, tout est pensé dans le temps. Bâtiments durables, logements sociaux fonctionnels et espaces publics pensés pour les piétons plutôt que pour les voitures. Ce qui frappe d'emblée les visiteurs, c'est l'ouverture. Les rues sont larges, les voies piétonnes s'étendent dans toutes les directions et les pistes cyclables sont aussi naturelles que les trottoirs. De nombreux bâtiments sont coiffés de toits verts, composés de plusieurs couches de gazon et de plantes qui contribuent à absorber l'eau de pluie, à réduire la chaleur et à attirer la faune en ville. À Orested, le développement durable n'est pas un concept, c'est un mode de fonctionnement. Deux icônes architecturales définissent l'identité du quartier. La première est la White House, conçue par le cabinet Bjarke Ingels Group. Vue du ciel, elle dessine un 8 parfait, mais c'est en la parcourant que l'on perçoit véritablement son caractère novateur. De longues rampes remplacent les escaliers, permettant aux résidents de se déplacer à vélo du rez-de-chaussée jusqu'aux derniers étages. Logements, commerces, bureaux, cours et écuries s'articulent harmonieusement, créant un véritable quartier miniature au sein d'un seul bâtiment. Rien ne semble isolé, tout se fond dans le paysage. À quelques minutes de là se dresse The Mountain, un immeuble qui repense la vie urbaine sans renoncer à la lumière du soleil ni à la nature. Les appartements, agencés comme des balcons à flanc de colline, possèdent chacun une vaste terrasse végétalisée. Les visiteurs s'arrêtent souvent pour admirer le panorama. Les terrasses dessinent un motif de verdure qui évolue au fil des saisons. La partie inférieure du bâtiment abrite un parking recouvert d'une immense fresque murale représentant une montagne. Mais le véritable atout réside dans l'accès direct de chaque résident à l'air pur et aux espaces extérieurs. Les logements sociaux d'Orested suivent les mêmes principes. Maximiser la lumière naturelle, construire en privilégiant l'efficacité énergétique et garantir le confort et la sécurité des espaces communs.
De nombreux bâtiments utilisent des matériaux recyclés, des panneaux solaires ou une isolation performante. L'objectif n'est pas une esthétique futuriste, mais un cadre de vie durable. Le métro de Copenhague relie tous les quartiers. Des rames sans conducteur sillonnent le quartier toutes les quelques minutes, s'arrêtant dans des stations élégantes de verre et d'acier. Depuis le métro, on aperçoit des façades miroitantes reflétant le ciel, des éoliennes tournant régulièrement au loin et des zones humides préservées comme des îlots de nature entre les bâtiments. Aurestad a été conçu pour se développer en harmonie avec les transports en commun plutôt qu'en fonction de la voiture, et la différence est flagrante. Moins de véhicules, un air plus pur et des rues où cyclistes et piétons sont rois. La nature ne se limite pas au parc, elle imprègne tout le quartier. Des canaux longent les allées. Des roselières attirent les oiseaux. Les bassins de rétention des eaux pluviales servent également d'espace de détente. Même les plus petits détails témoignent d'un souci écologique. Bancs en bois fabriqués à partir de matériaux locaux, plantes indigènes disposées de manière à favoriser les insectes, cours intérieures où les enfants jouent en toute sécurité, à l'abri de la circulation. Par temps clair, on entend le vent souffler sur la plaine et l'horizon, avec ses silhouettes basses et géométriques, semble presque flotter. Pour les visiteurs, Aurestad offre un visage différent de Copenhague. Loin du charme historique, on y découvre comment la ville gère la résilience climatique et la croissance démographique. De larges zones piétonnes invitent à flâner. Les habitants promènent leurs chiens, font leur jogging le long des canaux ou rentrent chez eux à vélo, les courses dans un panier. Les employés de bureau déjeunent en terrasse et les étudiants prennent le métro entre l'université de Copenhague et le centre-ville. Pour saisir visuellement l'atmosphère du quartier, concentrez-vous sur les contrastes, les immeubles de verre qui reflètent d'épais nuages, les toits verts qui s'étendent sur les blocs modernes, les éoliennes qui tournent silencieusement, les longues ombres projetées par les voies de métro aériennes, les enfants qui font du vélo sur les places ouvertes et les balcons décorés de plantes même en plein hiver. Le Danemark peut paraître petit sur une carte, mais son littoral est immense. Plus de 7000 km de plages, de dunes, de falaises et de baies peu profondes. Aucun endroit du pays n'est à plus d'1 heure de la mer, et cela influence presque tous les aspects de la vie, de la mentalité nationale aux habitudes quotidiennes des habitants des villes côtières. Le littoral n'est pas une longue bande uniforme. Il change de visage tous les quelques kilomètres, reflétant la géographie de la mer du Nord, du Kattegat et de la mer Baltique. Sur la côte ouest du Jutland, la mer du Nord impose son rythme. C'est ici que le vent souffle le plus fort et que le temps change rapidement. De longues plages de sable fin s'étendent à perte de vue, quasiment désertes. Les dunes se dressent comme des barrières naturelles, protégeant les petits villages des tempêtes hivernales. Les visiteurs viennent ici pour l'immensité du paysage, les vagues déferlant avec force, les espaces déserts où l'on peut marcher des heures sans croiser âme qui vive, et un ciel si vaste qu'il occupe tout l'espace du regard. Les jours de tempête, on peut observer les faisceaux des phares percer le brouillard tandis que la mer se fracasse contre le rivage. La côte offre un tout autre tableau. Les eaux du Kattegat et de la mer Baltique y sont plus calmes, les plages plus étroites et l'atmosphère plus paisible. Les familles viennent s'y baigner dans les criques peu profondes, les pêcheurs déchargent leurs petites embarcations et des jetées en bois s'avancent dans une eau calme et limpide. Nombre de Danois ont passé leurs étés d'enfance dans de modestes maisons de bord de mer, de petites cabanes en bois avec des chemins de sable menant directement à la plage. Ces endroits, sans prétention, sont pourtant rythmés par de petits rituels. Des enfants ramassant des coquillages, des grands-parents lisant sur des transats, des chiens dormant à l'ombre des herbes de plage. Pendant des siècles, la mer a été vitale pour le Danemark. Les Vikings l'utilisaient pour voyager, commercer et explorer. Plus tard, la marine danoise a façonné l'essor et le déclin de la nation. Aujourd'hui, ce lien maritime est omniprésent. D'anciens ports transformés en espaces culturels, des villages de pêcheurs où l'on sert du harengue frais dans les fumoirs, des parcs éoliens modernes s'élevant depuis des plateformes au large. Le littoral rappelle aux visiteurs que l'histoire du Danemark a toujours été intimement liée aux vagues. Pour les Danois, la mer n'est ni lointaine ni dangereuse. Elle fait partie intégrante de leur quotidien. Dans des villes comme Aarhus, Aalborg et Copenhague,
On se baigne dans les piscines portuaires avant d'aller travailler, on fait du kayak après l'école, ou on retrouve des amis sur les promenades du front de mer. Le long de la côte, les habitants se promènent sur les dunes en toute saison, même en hiver, malgré le froid mordant et le seul bruit du vent dans les hautes herbes. Au beau jour, les familles flânent sur les dunes, les enfants grimpant les pentes de sable pour mieux les redescendre en glissant. Certaines portions du littoral sont chargées d'histoire. À Rubierg-Knude, les sables mouvants ont englouti fermes et bâtiments au fil des siècles. Le phare, autrefois situé loin à l'intérieur des terres, se dresse désormais au bord d'une falaise abrupte, lentement érodée par la mer. En 2019, des ingénieurs ont déplacé l'ensemble de la structure de 70 mètres vers l'intérieur des terres pour éviter son effondrement, témoignant ainsi de la puissance des forces côtières. À Skagen, les deux mers se rencontrent. Les vagues de la mer du Nord se fracassent contre celles de la mer Baltique, créant une ligne d'eau visible. Les peintres de l'école de Skagen ont immortalisé ce paysage au XIXe siècle, et la région continue d'attirer les artistes aujourd'hui. Le littoral est un véritable terrain de jeu pour le vent. Le Danemark est l'un des pays les plus venteux d'Europe, et cela se ressent immédiatement. Les cerfs-volants claquent dans les airs, les surfeurs attendent la houle parfaite et les éoliennes tournent au loin. Sur les parkings des plages, on voit souvent des gens assis dans leur voiture, un thermos de café à la main, contemplant les vagues. Des instants simples qui témoignent du lien profond qui unit les Danois à leur environnement. Pour saisir visuellement la côte, concentrez-vous sur les contrastes. La douce couleur des dunes arides se détachant sur les sombres nuages d'hiver, les bateaux de pêche échoués sur les plages de sable fin, les enfants courant dans les vagues peu profondes et la lumière du soir se reflétant sur les rochers couverts d'algues. Le littoral danois n'a rien de spectaculaire au sens cinématographique du terme. Sa force réside dans son immensité, sa quiétude et la manière dont il rythme la vie de tous ceux qui vivent à proximité. Juste au nord de Copenhague, le nord de la Zélande offre un dépaysement total. Une région de lacs, de forêts denses, de domaines royaux et de villes qui ont façonné l'histoire danoise pendant des siècles. Nombreux sont les visiteurs qui viennent admirer les châteaux, mais ils découvrent rapidement un paysage où nature et culture se mêlent d'une manière typiquement scandinave. On l'appelle souvent le Nord royal du Danemark, non pas par simple slogan, mais parce que la monarchie a utilisé ces terres comme lieu de retraite, terrain de chasse et place forte politique pendant des générations. Le monument le plus remarquable est le château de Frederiksborg à Hillerød, un chef-d'œuvre de la Renaissance bâti sur 3 îlots au milieu d'un lac. Achevé au début du XVIIe siècle sous le règne du roi Christian IV, il demeure l'une des résidences royales les plus impressionnantes de Scandinavie. Dès que l'on franchit le pont menant à l'entrée, on est saisi par son ampleur. Toit de cuivre, murs de briques rouges ornés de sculptures sur pierre et tours se dressant au-dessus des eaux calmes. À l'intérieur, de longues galeries retracent des siècles d'histoire danoise à travers des peintures, des tapisseries et des portraits. La chapelle des ordres, avec ses boiseries finement travaillées et ses dorures, est encore utilisée aujourd'hui pour des cérémonies. À l'extérieur, les jardins baroques s'étendent selon des plans précis, des fontaines jaillissent en ligne droite, des haies taillées forment des figures géométriques et des terrasses offrent une vue imprenable sur le lac. Le reflet du château dans l'eau calme est l'un des sites les plus photographiés de la région. À quelques kilomètres de là, à Helsingør, se dresse le château de Kronborg, une forteresse si importante que l'UNESCO l'a inscrite au patrimoine mondial. Construit pour contrôler le détroit d'Øresund et percevoir les droits de passage des navires, Kronborg fut jadis un symbole de la puissance danoise. Aujourd'hui, ses épais murs et ses hauts remparts inspirent la sérénité, mais on perçoit encore son passé stratégique en parcourant les bastions défensifs face à la Suède. Kronborg est également mondialement connu car Shakespeare l'a choisi comme décor pour Hamlet. Les visiteurs peuvent déambuler dans les grandes salles mentionnées dans la pièce, notamment la salle de bal et les sombres casemates situées sous le château. Le lien avec Hamlet fait partie intégrante de la visite sans être exagéré. Il s'agit simplement d'une facette de l'histoire de cette forteresse qui a été le théâtre de guerre, d'échanges commerciaux et de cérémonies royales pendant des siècles. Au-delà des châteaux, le nord de la Zélande offre un paysage qui fait la singularité de la région.
De vastes forêts comme Gripskov et Stor-Direhav sont sillonnées de sentiers autrefois utilisés pour les chasses royales. Ces forêts sont aujourd'hui des zones protégées, abritant des cerfs, des chouettes et des lacs paisibles dissimulés sous de grands arbres. Des villages comme Fredensborg, Humlebaek et Gillelege vivent au rythme plus tranquille. Les boulangeries ouvrent tôt, les habitants se rendent à vélo au lac pour une baignade matinale et les petits ports accueillent les bateaux de pêche qui rentrent au port chargés de poissons frais. Pour les visiteurs, le nord de la Zélande est facile à explorer. Des trains directs relient Copenhague à Hillerød et Helsingør, et les principaux sites touristiques sont accessibles par bus et sentiers pédestres. La visite complète du château de Frederiksborg prend plusieurs heures, tandis que Kronborg propose des visites guidées, des promenades sur les remparts et des expositions dans les anciennes casernes. De nombreux voyageurs visitent les deux châteaux dans la même journée, puis terminent leur après-midi sur les quais d'Helsingør en observant les ferries traverser vers la Suède. La région est particulièrement belle en été, lorsque les forêts se parent d'un vert profond et que la surface des lacs est parfaitement calme le matin. Mais l'automne et l'hiver ont aussi leur charme. La brume enveloppe les jardins de Frederiksborg, la brise marine souffle sur les remparts de Kronborg, et les cafés proposent des boissons chaudes près des ports. Le nord du Danemark ne se résume pas à un ensemble de sites historiques. C'est une région où nature et culture se côtoient harmonieusement, où l'on peut passer la matinée à flâner dans les palais royaux et l'après-midi à parcourir un sentier forestier bercé par le seul chant des oiseaux. Pour de nombreux voyageurs, cet équilibre est ce qui fait du nord du Danemark l'une des régions les plus mémorables du pays. Aarhus est la deuxième plus grande ville du Danemark, mais elle paraît plus jeune que sa taille ne le laisse supposer. Avec sa grande université, sa scène artistique dynamique et ses rues animées par les cyclistes, elle dégage une énergie propre aux villes en perpétuelle mutation. Plus petite et plus calme que Copenhague, elle n'en est pas moins riche en activités. Concerts, expositions, lieux de rencontres étudiants et architecture moderne côtoyant des quartiers historiques. Les voyageurs décrivent souvent Aarhus comme une ville où tout est à portée de main et où l'atmosphère passe, en quelques minutes de marche, du milieu universitaire au milieu culturel, puis au bord de mer. L'identité d'Aarhus est en grande partie liée à sa vie universitaire. L'université d'Aarhus, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses de Scandinavie, possède un campus en plein cœur de la ville, composé de bâtiments en briques jaunes entourés de pelouses verdoyantes et d'un lac. Des milliers d'étudiants se déplacent à vélo entre les cours, fréquentent les cafés du quartier latin et se retrouvent le long de la rivière qui traverse le centre-ville. Leur présence rythme la vie urbaine. Restaurants abordables, salles de concert, librairies et bars ouverts tard. En semaine, par beau temps, on croise des étudiants qui étudient dehors. Le week-end, ils envahissent les rues pour retrouver des amis ou assister à des événements culturels. Aarhus est également une ville très cyclable. Les pistes cyclables sont larges et bien signalisées, et les distances sont suffisamment courtes pour que le vélo devienne le moyen de transport le plus facile. Les visiteurs remarquent immédiatement à quel point cela semble naturel. Des parents transportant leurs enfants sur des vélos cargo, des étudiants se dirigeant en file indienne vers le campus et des employés de bureau rentrant chez eux à vélo avec leurs courses. Le littoral et les parcs de la ville rendent le vélo encore plus attrayant, incitant les habitants à se déplacer d'un quartier à l'autre sans voiture. L'une des attractions les plus célèbres d'Aarhus est le musée d'art Aros, mondialement reconnu pour sa passerelle circulaire sur le toit, Your Rainbow Panorama. Conçue par Olafur Eliasson, cette installation permet aux visiteurs de déambuler à l'intérieur d'un anneau continu de verre coloré. De l'intérieur, la ville apparaît parée de teintes changeantes, rouge, bleu, jaune, vert, et la lumière se reflète sur les visages au gré des déplacements. C'est l'un des lieux les plus photographiés du Danemark, mais aussi un endroit où l'on prend le temps d'apprécier le panorama sous tous ses angles. À l'intérieur du musée, les expositions couvrent un large éventail d'œuvres, des peintures classiques aux installations contemporaines, incitant souvent les visiteurs à porter un regard neuf sur l'art. À proximité, le quartier du front de mer révèle le visage moderne de la ville.
Dock 1, la principale bibliothèque et centre culturel, est un grand bâtiment lumineux situé juste à côté du port. Conçu comme un lieu de rencontre pour la communauté, il accueille les familles pour des événements, les étudiants qui travaillent à de grandes tables avec vue sur l'eau et les habitants qui se retrouvent sur les larges marches extérieures faisant office de place publique. Les tramways passent discrètement devant le bâtiment et le port s'étend avec des allées piétonnes, des sculptures et, en été, des nageurs qui plongent des plateformes en bois. Pour un aperçu du passé danois, les visiteurs se rendent à Den Gamle By, la vieille ville. Un musée à ciel ouvert où des bâtiments historiques de tout le pays ont été reconstitués. Bien plus qu'une simple collection de maisons, c'est un lieu vivant où des acteurs font du pain, réparent des outils ou font des démonstrations d'artisanat, selon la saison. On peut flâner dans des rues du 19e siècle, explorer des appartements du 20e siècle et observer l'évolution de la vie danoise au fil du temps. Instructif sans être artificiel, le musée captive et de nombreux visiteurs s'y attardent plus longtemps que prévu. La gastronomie est un autre atout d'Aarhus. La ville compte plusieurs marchés couverts, comme Aarhus Street Food et le marché central, où l'on trouve des stands proposant des plats du monde entier à des prix abordables pour les étudiants. Terrasses, tables communes et ambiance décontractée font de ces lieux des endroits prisés du midi jusqu'à tard dans la nuit. La culture de rue est omniprésente. Artistes de rue le long du fleuve, petites boutiques dans le quartier latin, créateurs locaux vendant des imprimés et cafés où l'on s'installe en terrasse même par temps froid. Aarhus est peut-être la deuxième ville du Danemark, mais elle possède une identité propre. Elle allie l'énergie de sa jeunesse à une richesse culturelle indéniable, ce qui en fait un lieu où les visiteurs peuvent découvrir l'art, l'histoire, l'architecture moderne et le quotidien danois, le tout en une seule journée. Le Jutland central est un paysage façonné par l'eau, le vent et le temps. Il ne s'impose pas comme le font les montagnes ou les côtes. Au contraire, il invite à la découverte en douceur, à travers de vastes forêts, de douces collines et des lacs qui scintillent comme du verre poli par une paisible matinée d'été. Cette région est le poumon vert du Danemark, un lieu où les Danois viennent se ressourcer, respirer et vivre au rythme naturel de la nature. Les lacs de Silkeborg forment le joyau de ce lieu. Éparpillés comme un collier de perles bleues à travers le paysage, ils sont reliés par des ruisseaux paisibles et des rives boisées, idéales pour le kayak et le canoë. Du printemps au début de l'automne, on y voit chaque jour des canoës rouges vifs et jaunes glisser sur l'eau, à un rythme régulier, transportant familles, amis et couples qui s'arrêtent parfois pour se reposer sur de petites plages de sable ou se laisser porter par le courant sous les arbres. La surface des lacs est souvent si calme que le ciel s'y reflète à la perfection, créant l'illusion de pagayer à travers les nuages. Cette impression d'un monde parallèle, entre l'eau et le ciel, définit l'atmosphère de Silkeborg, calme, ouverte, profondément danoise. Au-dessus des lacs se dresse Himmelbjerget, autrefois considéré comme le point culminant du pays. La réalité importe moins que le symbole. Depuis plus d'un siècle, les Danois gravissent cette colline non par vanité, mais par tradition. Des sentiers serpentent à travers des forêts de pins et de feuillus, où flotte un parfum de résine. Les aiguilles de pin adoucissent chaque pas, créant un rythme paisible et feutré tandis que les randonneurs progressent vers le sommet. La colline offre l'un des plus beaux panoramas de la région. Des strates de forêts et de lacs s'étendent à perte de vue dans la brume, les villes et villages n'apparaissant que comme des silhouettes parmi les arbres. Ici, les activités de plein air font partie intégrante du quotidien. Les Danois aiment être dehors, non pas pour des sports extrêmes, mais pour trouver les... La nature est perçue comme une compagne de tous les jours, et non comme une destination de week-end. Les écoles en forêt emmènent les enfants en forêt pour découvrir les plantes, les insectes et le cycle des saisons. Les retraités se retrouvent pour des promenades matinales sur des sentiers balisés. Les adolescents s'assoient au bord du lac, les jambes pendantes au-dessus de l'eau miroitante, et discutent de tout et de rien. La nature est à la fois un lieu de rencontre, une salle de classe et un havre de paix. La région est sillonnée de sentiers de randonnée,
offrant des itinéraires qui traversent d'épaisses forêts d'épicéas, longent les rives des lacs et débouchent sur des clairières parsemées de fleurs sauvages. Les parcours de canoë sont tout aussi bien balisés, permettant des excursions de plusieurs jours où l'on pagaie le jour et où l'on campe au bord de l'eau la nuit. Le concept danois de Friluftsliv, vivre en harmonie avec la nature, prend ici tout son sens. Il ne s'agit pas de survie en milieu sauvage, mais de s'immerger dans un paysage qui invite à une curiosité sereine. Les environs de Silkeborg mêlent beauté naturelle et convivialité villageoise. Les cafés au bord de la rivière proposent pâtisseries et tartines, et il n'est pas rare d'y croiser cyclistes, étudiants, travailleurs et familles traversant les vieux ponts pour rejoindre la ville. À la tombée du jour, la lumière du soleil filtre à travers les feuilles de bouleau, projetant des motifs scintillants sur le sol. Les bateaux regagnent la rive. Des feux de camp s'allument dans les foyers prévus à cet effet. La fin de journée au Jutland central est empreinte de douceur, d'une sérénité presque instinctive. La région se définit par ses textures. Le reflet des pierres mouillées au bord d'un lac, la chute vaporeuse des aiguilles de pin, le vert profond des épicéas contrastant avec l'éclat argenté des troncs de bouleau. Et toujours, l'eau, tantôt lisse comme un miroir, tantôt sombre et ridée par le vent, reflète le paysage en de lents et changeants motifs. Le Danemark viking n'est pas un parc d'attractions fantasmagoriques peuplé de casques à cornes et de guerriers sauvages. C'est une histoire riche et documentée, façonnée par la terre, l'eau de mer et des siècles d'archéologie minutieuse. L'époque viking continue d'imprégner l'imaginaire danois, non pas par nostalgie de la conquête, mais comme un rappel de l'artisanat, de la mobilité et de la vie communautaire. Explorer cet héritage aujourd'hui, c'est naviguer entre musées, navires reconstitués et paysages qui résonnent encore du rythme du passé. Le meilleur point de départ est le Musée national de Copenhague, qui abrite certains des artefacts vikings les plus importants au monde. À l'intérieur, des vitrines exposent des bracelets d'argent, des pierres runiques, des objets rituels et les outils de la vie quotidienne. Ces expositions dressent le portrait d'une société bien plus complexe que ne le laissent entendre les stéréotypes. On y trouvait des agriculteurs, des commerçants, des constructeurs navals, des artisans et des chefs politiques. Les voyages au long cours étaient fréquents. Des pièces de monnaie provenant de Bagdad, de la soie d'Asie centrale et de l'ambre de la Baltique témoignent de réseaux internationaux bien avant que le concept de mondialisation n'existe. Le musée ne romantise pas cette époque, mais il met en lumière la créativité et l'adaptabilité qui la caractérisaient. Pour comprendre les Vikings dans leur globalité, il faut se rendre à Roskilde. Le musée des navires vikings se dresse au bord du fjord de Roskilde, où 5 navires originaux, coulés volontairement il y a 1000 ans pour bloquer les invasions, ont été récupérés et minutieusement restaurés. À l'intérieur du hall, les coques reconstituées s'élèvent comme les côtes géantes d'anciennes baleines, leurs membrures de chêne sombres et marquées par les siècles. Chaque navire raconte une histoire différente. Un navire de guerre conçu pour la vitesse et la puissance, un navire marchand destiné au long voyage, une embarcation plus petite utilisée au quotidien. Ensemble, ils révèlent une culture maritime qui maîtrisait aussi bien l'art que la stratégie de la navigation. Juste à l'extérieur, le chantier naval du musée fait revivre le passé. Ici, des artisans modernes travaillent exactement comme les constructeurs navals vikings d'antan, utilisant des outils traditionnels, cintrant les planches à la chaleur et à l'eau et façonnant les coques à vue d'œil. L'odeur du chêne fraîchement coupé flotte dans l'air. Des copeaux de bois s'amoncellent aux pieds des ouvriers. Les visiteurs observent la construction d'un nouveau navire guidé par les recherches archéologiques et les techniques ancestrales. Ce ne sont pas de simples répliques, ce sont des expériences. En les construisant et en les faisant naviguer, les chercheurs étudient la vitesse de ces navires, le nombre de personnes qu'ils transportaient et les sensations qu'offrait la navigation dans les fjords et en haute mer. C'est de l'archéologie appliquée, et non pas seulement théorique. Partout au Danemark, des sites de reconstitution historique recréent des aspects de la vie quotidienne viking, non pas comme des spectacles théâtraux, mais comme de véritables lieux d'apprentissage. Dans des endroits comme le centre viking de Ribe ou Lego's Land of Legends, les reconstituteurs forgent le fer sur des braises ardentes, façonnent des outils en os et en bois de cervidés, cuisent des pains plats et tissent des textiles avec des teintures naturelles.
Les scènes sont immersives tout en restant réalistes. Pas de costumes caricaturaux, pas de violence exagérée. Elles mettent plutôt l'accent sur la communauté, l'artisanat et les rythmes qui structuraient les foyers vikings. Le bruit du marteau frappant le métal, le soufflet du vent, l'odeur du goudron et de la fumée, ces détails sensoriels rendent l'histoire presque palpable. Les Danois d'aujourd'hui abordent leur héritage viking avec un mélange de fierté, d'humour et de réalisme. Les écoliers découvrent les expéditions et les explorations, mais aussi la vie quotidienne, les structures sociales et les difficultés de l'époque. La culture populaire s'attarde sur le côté ludique, avec des mascottes vikings, des noms d'équipes sportives inspirées et des festivals à thème occasionnel, mais on observe une volonté croissante d'éviter les clichés. Les chercheurs et les musées insistent sur les nuances. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, mais aussi des agriculteurs, des navigateurs et des artisans talentueux. Leur société était étonnamment démocratique à certains égards, avec des assemblées, ting, où les personnes libres débattaient des lois et réglaient les différends. En observant les artisans restaurer un navire millénaire au chantier naval de Roskilde, on comprend mieux pourquoi l'époque viking est encore si présente au Danemark. Il ne s'agit pas de glorifier le passé, mais de rendre hommage à l'ingéniosité, au courage et au savoir-faire qui ont permis de transformer un petit pays en une nation maritime dont l'influence s'est étendue bien au-delà de ses frontières. Odense, la 3e plus grande ville du Danemark, dégage une sérénité rassurante, propre aux lieux imprégnés d'histoire. Calme et paisible, elle invite à la flânerie, à la contemplation, à l'observation des moindres détails. Ces mêmes qualités qui ont fait de Hans Christian Andersen son enfant le plus célèbre, l'un des plus grands conteurs au monde. Se promener dans Odense, c'est se plonger dans l'atmosphère de son enfance. Pavés, maisons à colombages, petits jardins, et cette impression que l'imagination est partout. Andersen naquit ici en 1805, dans une modeste maison jaune de la rue Munkemolestrade. Le bâtiment, soigneusement conservé, est toujours debout et fait partie du complexe du musée Hans Christian Andersen. À l'intérieur, sa jeunesse se dévoile à travers des objets, des dessins et des extraits de lettres. On y découvre les pièces modestes où le jeune garçon, fils d'un cordonnier et d'une lavandière, s'est émerveillé pour la première fois de la magie de la lecture et du théâtre. Ces espaces dégagent une atmosphère intime, presque fragile, comme si les murs conservaient encore l'écho de ses premiers rêves. Près de sa maison natale se trouve la plus récente maison Hans Christian Andersen, un bâtiment à l'architecture contrastant avec la vieille ville, moderne, aéré, baigné de lumière et riche en installations interactives. Elle ne se contente pas de raconter l'histoire d'Andersen. Elle plonge les visiteurs au cœur des univers qu'il a créés. Des scènes de ses contes, la petite sirène, la reine des neiges, le vilain petit canard, prennent vie grâce à des projections, des ambiances sonores et des jeux d'ombre. Au lieu de déambuler dans un musée statique, on se promène dans une forêt imaginaire. Ici, Andersen n'est pas une figure littéraire lointaine. Il devient un guide. Ses propres mots, extraits de ses journaux et manuscrits, flottent sur les murs et murmurent dans les écouteurs. Mais la magie d'Odense réside dans la manière dont la ville elle-même a discrètement influencé son œuvre. La vieille ville, avec ses maisons à colombages et ses murs penchés, semble tout droit sortie d'un dessin d'Andersen. D'étroites ruelles pavées serpentent entre des maisons aux chaudes teintes de jaune, de rouge et de brun. De petites cours se dissimulent derrière des portes en bois. On imagine aisément le jeune Hans Christian tissant des histoires à partir des personnages qu'il observait ici. Une silhouette solitaire rentrant chez elle tard dans la nuit, une oie obstinée sifflant dans une cour, une bougie vacillant à une minuscule fenêtre. Ces détails réapparaissent sans cesse dans ses écrits, non pas copiés à l'identique, mais transformés en éléments de contes de fées. La rivière Odense, qui traverse la ville, occupe également une place discrète dans son imaginaire. Aujourd'hui, on peut flâner sur ses rives ou faire une paisible promenade en barque sous les branches feuillues. À l'époque d'Andersen, la rivière était essentielle à la vie de la ville, un lieu de rencontre pour les commerçants, les pêcheurs et les familles qui s'y retrouvaient. Les douces courbes du chemin, le léger bruissement des roseaux, ces scènes font écho aux atmosphères aquatiques de contes tels que La Petite Sirène ou La Fille du Roi des Marais.
Odense était son premier univers, et il l'emportait partout avec lui. La ville lui rend hommage sans se transformer en parc d'attractions. Elle privilégie des gestes subtils, presque poétiques, des silhouettes de personnages intégrés aux panneaux de signalisation, des statues de bronze sur de petites places, des citations gravées dans le bitume. On peut croiser une cour d'école ornée de motifs tirés de La boîte à allumettes ou un café portant le nom d'une de ses héroïnes. Ces touches semblent naturelles, comme tissées dans le tissu urbain plutôt qu'imposées. Une visite à Odense inclut également la découverte du quartier du village de Funen, un musée vivant situé aux abords de la ville. Cet espace à ciel ouvert recrée la vie rurale du 19e siècle avec ses fermes aux toits de chaume, ses outils anciens, ses animaux d'élevage et son personnel en costume d'époque. Bien que le site ne soit pas directement consacré à Andersen, il permet de mieux comprendre le paysage et les traditions qui ont façonné sa vision du monde. Flâner dans ses jardins et ses cours de ferme donne l'impression de pénétrer dans l'univers de ses contes. Étangs paisibles, arbres tortueux, fumée s'échappant des cheminées. De Fionni, surnommé le jardin du pays dans tout le Danemark, mérite amplement ce titre dès qu'on pose le pied sur ces douces terres. Située entre la Zélande et le Jutland, elle offre une atmosphère paisible, avec ses collines ondulantes, son climat maritime clément et ses petits villages nichés au cœur des champs. C'est le Danemark rural dans toute sa splendeur. Des fermes exploitées par les mêmes familles depuis des générations, des vergers croulant sous les pommes et les prunes, et des manoirs entourés de haies taillées et de lacs tranquilles. L'agriculture a toujours été au cœur de l'économie de Fionni. La terre y est réputée pour sa fertilité, et du printemps à l'automne, l'île se pare d'une palette de couleurs chatoyantes, champs de colza jaune, pâturages verdoyants, rangées de plants de baies et arbres fruitiers s'étendant à perte de vue. Les visiteurs commencent souvent leur visite par la découverte de l'une des nombreuses fermes-boutiques où les étagères regorgent de fromages locaux, de miel, de confitures et de légumes frais cueillis le matin même. Les produits de Fionni sont si caractéristiques que de nombreux restaurants de Copenhague affichent fièrement leurs ingrédients de Fionni. Les vergers de l'île sont particulièrement emblématiques. À la fin de l'été et au début de l'automne, les pommiers plient sous le poids des fruits et l'air embaume le doux parfum des pommes mûres mêlé à l'odeur de l'herbe réchauffée par le soleil. De nombreuses fermes invitent les visiteurs à cueillir leurs propres fruits, à flâner dans les jardins ou à déguster un cidre artisanal. Un rituel simple, certes, mais qui capture l'essence même de ce qui fait la singularité de Fionni. Ici, la vie s'écoule à un rythme plus lent, plus authentique. Parmi les fermes se dressent quelques-uns des plus élégants manoirs du Danemark. Des lieux comme le château d'Egeskov, avec son architecture Renaissance et son parc arboré, semblent hors du temps. De vastes pelouses s'étendent jusqu'à des douves remplies d'eau, tandis que de vieux hêtres forment des tunnels d'ombre. Les jardins d'Egeskov sont une destination à part entière. Parterres de roses, labyrinthes de haies, fougères et étangs où les libellules effleurent la surface. D'autres domaines, tels que Broholm ou Holkenhavn, racontent une histoire plus paisible, celle des familles nobles, de l'évolution des pratiques agricoles et de la longue tradition rurale danoise. Nombre de manoirs accueillent désormais des visiteurs et proposent des musées, des cafés ou de charmantes auberges. Les villages de Fionni ajoutent une touche de charme supplémentaire. Petits et souvent composés d'un simple hameau, d'une église au clocher blanc et d'une boulangerie où la file d'attente se forme dès l'aube, leurs rues pavées débouchent sur des places où les voisins se connaissent encore par leur nom. À Fabor, Kerteminde et Svenborg, les bateaux de pêche amarrent au port, et d'anciens entrepôts accueillent désormais des événements culturels ou des restaurants de fruits de mer. Ces villages ne sont pas des musées, mais des communautés vivantes où tradition et modernité coexistent harmonieusement. Le climat doux de l'île permet aux activités de plein air de s'épanouir une grande partie de l'année. Au beau jour, les cyclistes sillonnent les routes de campagne qui serpentent entre champs et haies. Les familles chargent leurs paniers de pique-nique dans des remorques à vélo, tandis que les habitants empruntent le vaste réseau de pistes cyclables pour se déplacer d'une ville à l'autre. Le paysage, suffisamment doux pour les débutants, offre une variété de reliefs, de vues côtières et de sentiers forestiers qui sauront ravir les cyclistes confirmés. La gastronomie occupe une place centrale lors de tout séjour à Fionni. L'île est réputée pour ses fromages fumés,
ses fruits de mer frais et ses légumes cultivés à quelques kilomètres seulement des restaurants. À Svendborg, le festival culinaire Kulinarisk Sydfinn met à l'honneur les saveurs régionales, tandis que de petits stands en bord de route proposent un large choix de produits, des pommes de terre nouvelles aux confitures artisanales. Manger ici est une expérience intime, comme une invitation à partager le rythme de l'île. Les instants sensoriels de Funen restent gravés dans les mémoires, les pommiers projetant leurs ombres lors des douces fins d'après-midi d'été, les cyclistes traversant silencieusement les champs dorés, l'odeur du pain frais s'échappant d'une boulangerie de village, les cygnes glissant sur le lac d'un domaine. Funen ne vous éblouit pas par ses paysages grandioses ou ses falaises vertigineuses. Elle offre plutôt une beauté plus discrète, empreinte de jardin, de tradition et de la chaleureuse simplicité de la vie rurale danoise. Juste au sud de Fionni, un chapelet d'îles s'étend sur des eaux peu profondes et abritées. C'est l'archipel de Fionni du Sud, composé de dizaines d'îles habitées et inhabitées reliées par des ferries, d'anciennes routes maritimes et une culture entièrement façonnée par la mer. Ici, la vie s'écoule à un autre rythme. Les journées sont rythmées par les marées, les prévisions météorologiques et le doux ronronnement des moteurs des ferries qui font la navette d'un port à l'autre. Les excursions d'île en île commencent généralement à Svendborg, cœur maritime de la région. De là, les ferries desservent des îles comme Aero, Drejo, Skaro, Strino et bien d'autres. Chaque île possède son identité propre, mais elles partagent un point commun indéniable, une sérénité qui vous envahit dès que vous posez le pied à terre. Pas d'autoroute, pas de stress, seulement des routes étroites, de petits ports, des jetées en bois et de vastes panoramas sur une eau calme et scintillante. Aero est l'île la plus connue de l'archipel, célèbre pour ses cabines de plage colorées et ses anciennes maisons de capitaine. Aeroskobing, l'une des villes les mieux préservées du Danemark, semble n'avoir pas changé depuis le XVIIIe siècle. Ses rues pavées serpentent entre des bâtiments aux couleurs pastel, dont beaucoup penchent légèrement après des siècles de tempêtes et d'embruns. Dans le port, de hauts voiliers en bois naviguent encore en été, manœuvrés par des bénévoles qui perpétuent les traditions maritimes ancestrales. Le vélo est le meilleur moyen de découvrir l'archipel. De douces routes côtières serpentent entre champs vallonnés, murets de pierre et petits villages où le temps semble suspendu. La lumière du soir y est douce, presque dorée, se reflétant sur les eaux calmes tandis que les habitants profitent de leur promenade post-dîner le long du rivage. À quelques minutes de ferry se trouve Drejo, plus petit et bien plus paisible. On n'y trouve qu'un seul village, quelques fermes et de vastes étendues de terres ouvertes. Le rythme de vie y est si lent qu'on entend tout. Le crissement des graviers sous les pneus des vélos, le chant lointain des oiseaux marins, le souffle du vent dans les hautes herbes. Drejo est réputé pour son lien avec la mer. Bateaux de pêche, petits quais et habitants qui se retrouvent encore au port pour bavarder pendant que le ferry décharge quelques voitures et vélos. Les visiteurs viennent souvent y faire de longues promenades le long des sentiers côtiers, où l'eau est si peu profonde et si claire qu'on peut apercevoir les poissons se faufiler entre les algues. Skaro est encore plus petite mais sa réputation est immense, notamment grâce à sa gastronomie. L'île est le berceau de Skaro Ice, une glace artisanale fabriquée à partir d'ingrédients locaux et servie aux passagers des vols internationaux. Une particularité pour une si petite île danoise. Le port de Skaro est d'une simplicité désarmante. Quelques bateaux de pêche, un petit café et des tables de pique-nique face à la mer. Dès que la rampe du ferry s'abaisse, on ressent la convivialité de la communauté. Les habitants saluent les visiteurs, les enfants courent sur la jetée et l'île s'abandonne à un rythme paisible qui invite à la détente, à la respiration et à la contemplation. Bois, prairies et vieilles fermes composent un paysage facile à explorer à pied. La culture du ferry tisse des liens entre toutes ces îles. Les bateaux ne sont pas de simples moyens de transport, ils sont essentiels à la vie locale. Sur le pont, on voit des familles rentrer chez elles avec leurs courses, des cyclistes planifier leur itinéraire et des personnes âgées saluer l'équipage par leur nom. Les traversées sont courtes, souvent de 30 à 70 minutes seulement, mais elles créent un rituel. L'apparition du ferry, le cliquetis des chaînes lorsque la rampe s'abaisse et le petit mouvement des passagers qui descendent sur le quai. Pour de nombreux visiteurs, ces simples transitions deviennent des moments inoubliables.
Les ports de l'archipel sont petits mais pleins de charme. Maisons en bois coloré, anciens entrepôts transformés en café, cordages et filets séchant au soleil. Au crépuscule, les bateaux tanguent doucement sur l'eau calme tandis que les oiseaux marins se posent sur les rochers. Des sentiers côtiers longent des moutons en pâture, des parterres de fleurs sauvages et des plages secrètes où le seul bruit est celui des vagues qui caressent le sable. L'archipel de Fioni Sud ne se résume pas à cocher des cases sur une liste de sites touristiques. Il s'agit plutôt de la lente accumulation de scènes paisibles. Des ferries glissant sur une eau argentée, des maisons aux couleurs vives, bleues et rouges, des vélos appuyés contre des clôtures en bois et de longues soirées où l'horizon semble s'étendre à l'infini. Ici, voyager retrouve sa simplicité, son rythme tranquille, son lien avec la nature, et se nourrit de petits détails qui vous marquent longtemps après votre départ. À l'extrême ouest du Danemark, là où terre, ciel et mer se fondent en un horizon infini, se trouve l'une des régions les plus envoûtantes du pays. Ribe est le parc national de la mer des Wadden. C'est l'extrême ouest du Danemark, balayé par les vents, immense, façonné par les marées et les tempêtes. On a l'impression d'être en pleine nature. Et pourtant, c'est là que se trouve la plus ancienne ville du Danemark, un lieu où les rues médiévales et l'histoire viking côtoient les rythmes changeants de la nature. Ribe remonte au début du 8e siècle, ce qui la rend plus ancienne que la plupart des capitales européennes. Flâner dans le centre-ville, c'est comme remonter le temps. Ruelles pavées étroites, maisons à colombages légèrement penchées par des siècles de vent, et l'imposante cathédrale de Ribe qui domine le tout. Du belvédère de la cathédrale, on jouit d'une vue imprenable sur les marais, les champs, les fermes, les rivières sinueuses et, au loin, les contours de la mer des Wadden. Ribe au crépuscule est particulièrement mémorable. Les lampadaires à gaz vacillent dans les rues, baignant la ville d'une douce lueur ambrée. Les volets en bois grincent doucement sous la brise, et l'on entend l'écho des pas des habitants qui rentrent chez eux après avoir dégusté les cafés et petits restaurants qui entourent la place principale. La ville n'est ni artificielle ni trop sophistiquée. Elle est habitée. Les magasins ferment tôt. Les habitants se saluent par leur nom. L'histoire est présente, mais pas comme dans un musée, elle fait simplement partie du quotidien. À quelques kilomètres de Ribe, le paysage s'ouvre sur l'immensité du parc national de la mer des Wadden, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des écosystèmes de marée les plus importants d'Europe. Ici, la marée ne se contente pas de monter et de descendre. Elle transforme tout l'environnement. 2 fois par jour, la mer se retire si loin que d'immenses vasières, bancs de sable et chenaux se découvrent, s'étendant jusqu'à l'horizon. Quelques heures plus tard, l'eau revient, ramenant phoques, poissons et des milliers d'oiseaux migrateurs. L'immensité de la mer des Wadden est impressionnante. À marée basse, on peut se tenir sur de vastes étendues où le sable mouillé reflète le ciel comme un miroir. De petits ruisseaux dessinent des motifs sur la vase. Le vent porte le chant des oiseaux au loin, et le sol sous nos pieds, ferme et pourtant vivant, est parsemé de minuscules vers et de coquillages. Des visites guidées emmènent les visiteurs à travers ces paysages de marée, expliquant comment ce fragile écosystème permet à des millions d'oiseaux migrateurs de parcourir la voie de migration de l'Atlantique Est. L'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires de la région est le soleil noir, Sorsol. Chaque printemps et chaque automne, d'immenses volées des tourneaux, parfois par millions, se rassemblent au-dessus des marais au crépuscule. Ils tournoient et tournoient en mouvements coordonnés, formant des figures changeantes dans le ciel. Vagues, nuages, anneaux et soudaines traînées sombres qui ressemblent presque à de la fumée. Le battement d'ailes de milliers d'individus se mêle aux cris graves des oiseaux. Et pendant quelques minutes, le ciel se transforme en une toile mouvante. Les étourneaux exécutent ces formations pour désorienter les prédateurs, mais le résultat est presque théâtral. La foule se tient silencieusement le long des digues, emmitouflée dans ses manteaux, et observe les oiseaux danser sur un horizon orangé et violet. Au-delà des étourneaux, la mer des Wadden abrite d'importantes colonies de phoques qui se prélassent souvent sur les bancs de sable à marée basse. Des excursions en bateau permettent aux visiteurs de les observer de près, se prélassant au soleil ou plongeant dans l'eau avec une aisance déconcertante. Les centres d'accueil du parc proposent des expositions sur les marées, la faune et l'histoire locale, permettant de comprendre comment les populations ont vécu au rythme de ces eaux changeantes pendant des siècles. La vie dans l'extrême ouest a toujours exigé de l'adaptation. Maisons construites sur les hauteurs, digues entretenues toute l'année,
village façonné au gré des marées et du climat. Mais c'est précisément ce lien avec la nature qui définit la région. À Ribe et dans la mer des Wadden, le passé et le présent du Danemark se côtoient harmonieusement. Rues médiévales éclairées par la douce lumière des lampadaires à gaz, vaste vasière s'étendant à perte de vue et ciel du soir peuplé des tourneaux tourbillonnants. C'est un paysage qui invite à la contemplation, à la patience et au respect des forces qui nous dépassent. Billund, au cœur du Jutland, pourrait sembler au premier abord une ville danoise ordinaire, mais c'est le berceau de l'un des produits d'exportation les plus célèbres du pays, les Lego. Ici, la créativité n'est pas seulement encouragée, elle est ancrée dans la culture. Des premiers ateliers d'Ole Kirk Christiansen au phénomène mondial des briques Lego, Billund est devenu un carrefour où l'imagination et le design se rencontrent, et où le jeu est reconnu comme une compétence essentielle. L'histoire commence en 1932, lorsque Christiansen, un menuisier, se lance dans la fabrication de jouets en bois dans un petit atelier. Dans les années 1950, l'entreprise invente la brique en plastique emboîtable que nous connaissons aujourd'hui. Cette simple innovation transforme Billund, paisible ville industrielle, en un centre de design, d'ingénierie et d'innovation axé sur l'enfant. La philosophie de Lego, qui prône l'apprentissage par le jeu, l'expérimentation concrète et l'alliance de la précision et de la créativité, imprègne la vie locale. Écoles, aires de jeu et espaces publics reflètent une mentalité qui valorise la résolution de problèmes et l'expérimentation dès le plus jeune âge. L'attraction phare de la région est bien sûr Legoland Billund, un parc qui attire des visiteurs du monde entier. Contrairement au parc d'attractions classiques, il ne se contente pas de divertir, il éduque subtilement, en mettant l'accent sur la construction, le design et la créativité. Les visiteurs découvrent d'imposantes sculptures en briques qui réinterprètent des bâtiments célèbres, des paysages urbains et des icônes culturelles danoises. Des versions miniatures de Copenhague, d'Aarhus et de monuments européens peuplent la zone Miniland, et le souci du détail est stupéfiant. Minuscules fenêtres, ponts-levis fonctionnels, trains miniatures. En parcourant ces espaces, on comprend à quel point Lego reflète les valeurs danoises, la précision, l'innovation et le goût pour l'apprentissage par le jeu. À l'intérieur du parc, les expériences sont interactives. Enfants et adultes se côtoient autour de tables pour construire leurs propres modèles, expérimentant couleurs et formes. Des plateformes d'observation permettent aux visiteurs de découvrir les ateliers où sont conçues les nouvelles briques et tester les prototypes. Le parc lui-même est conçu pour l'exploration. Des allées sinueuses entre les attractions, des espaces calmes pour la construction et des vues imprenables sur les jardins thématiques. Des événements saisonniers, tels que les festivals Lego et les concours de construction, transforment le parc en un studio collaboratif où chacun participe au processus créatif. Mais Billund ne se résume pas à Legoland. Ses rues, ses écoles et ses espaces publics reflètent une culture du design et du jeu. Les rues sont bordées de bancs soigneusement conçus, d'aires de jeux colorés et de sculptures qui invitent à l'interaction. Les initiatives communautaires mettent l'accent sur l'apprentissage par la pratique, des ateliers de robotique aux ateliers d'art, où les enfants expérimentent avec les échelles, les couleurs et les formes. C'est un lieu où la créativité s'intègre au quotidien et ne se limite pas au parc. Pour les visiteurs, l'expérience sensorielle est immédiatement saisissante. Des sculptures géantes en briques surplombent les allées, la lumière du soleil se reflète sur des surfaces colorées, le brouhaha des enfants qui construisent et reconstruisent, et les parents agenouillés près de leurs enfants, pleinement absorbés par le jeu. L'atmosphère est rythmée par le passage des visiteurs d'une zone interactive à l'autre, les rires qui fusent et s'apaisent, et les pauses occasionnelles pour admirer des maquettes complexes. Même à l'extérieur de Legoland, l'air est imprégné de possibilités. Des fresques colorées sur les bâtiments environnants aux œuvres d'art public, réalisées avec des briques Lego surdimensionnées. Aalborg, au nord du Jutland, est une ville qui se distingue par sa capacité de renaissance. Autrefois centre névralgique de l'industrie lourde, elle s'est métamorphosée ces dernières décennies en un pôle culturel dynamique, tout en préservant son patrimoine historique, visible à travers ses entrepôts de briques, ses anciennes usines et l'immensité du Limfjord. Dès l'entrée, les visiteurs sont frappés par le mélange d'ancien et de moderne. Une silhouette urbaine ponctuée de clochers et d'architecture contemporaine, des entrepôts ornés de fresques, et le fjord lui-même, à la fois toile de fond et lieu de rencontre. Le passé industriel de la ville fait encore partie intégrante de son identité.
D'anciennes usines et entrepôts, le long du front de mer, ont été reconvertis en espaces culturels, restaurants et galeries d'art. Le contraste est saisissant. Les murs de briques et d'acier rouillé abritent désormais des cafés, des théâtres et des studios de design. En flânant dans ces rues, on croise des habitants qui vont et viennent entre bureaux, boutiques et salles de sport, tandis que des kayaks glissent paisiblement sur le fjord. Cette transformation est à la fois physique et culturelle, marquant un passage de la production à la créativité, du labeur à un véritable art de vivre. Au cœur de l'identité moderne d'Aalborg se trouve la Muziekens-Hus, la salle de concert de la ville. Sa façade angulaire de verre et d'acier s'élève près du front de mer, reflétant le fjord et le ciel. À l'intérieur, des salles de spectacle accueillent des concerts de musique classique, de jazz et de musique contemporaine. Pour les visiteurs, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un véritable lieu de vie. Des cafés surplombent l'eau, des escaliers servent de gradins pour des spectacles informels et le hall accueille souvent de petites expositions. La Muziekens-Hus illustre comment l'architecture contemporaine peut incarner les ambitions culturelles d'une ville tout en s'harmonisant avec son environnement historique. L'art urbain est une autre caractéristique marquante d'Aalborg. Les murs, autrefois nus ou industriels, arborent désormais des fresques et des installations audacieuses. Des artistes locaux et internationaux peignent sur les murs d'entrepôts, les passages souterrains et les rues piétonnes, transformant les coins de rue en galeries à ciel ouvert. Les fresques varient, allant de motifs géométriques abstraits à des portraits réalistes de personnages historiques, de musiciens et de héros locaux. En flânant dans ces quartiers, on remarque que les gens s'arrêtent, prennent des photos ou contemplent simplement les détails, souvent aux côtés de clients attablés aux terrasses des cafés. Le front de mer occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Kayakistes et adeptes du paddle glissent sur le fjord tandis que les pêcheurs relèvent leurs filets et que les joggeurs empruntent les sentiers longeant les jetées rénovées. En été, les terrasses s'ouvrent sur l'eau et de petites embarcations tanguent aux côtés des ferries qui transportent les habitants vers les îles voisines. Le fjord n'est pas qu'un simple décor. Il est un élément essentiel de la vie urbaine, influençant les déplacements, les loisirs et les rencontres. Aalborg conserve également un patrimoine historique plus paisible. La vieille ville, avec ses ruelles étroites, ses maisons à colombages et ses placettes, se situe juste derrière le front de mer moderne. Cafés et boutiques occupent des bâtiments centenaires, mêlant histoire et vie contemporaine. Les habitants circulent à vélo dans les ruelles pavées, faisant leurs courses ou retrouvant des amis, tandis que les touristes s'attardent pour photographier le contraste entre les façades médiévales et le street art moderne. Les détails sensoriels ancrent l'expérience. Les fresques audacieuses sur les murs des entrepôts, le soleil se reflétant sur les vitres de la maison de la musique, le doux mouvement des kayaks dans le fjord, l'odeur du pain frais des boulangeries locales mêlée à l'air marin. Même les moments les plus anodins, les navetteurs traversant un pont, les étudiants discutant sur un quai, les enfants donnant à manger aux canards, s'intègrent au rythme de la ville. Bornholm, joyau niché dans la mer Baltique, est l'île danoise la plus riche en diversité géologique. Falaises de granit, plages de sable fin et terres agricoles vallonnées composent un paysage qui tranche avec les plaines du continent. Dès l'arrivée, les visiteurs sont frappés par l'influence de la nature sur le quotidien. Le vent qui souffle sur les falaises, les vagues qui se brisent sur les rochers et les sentiers qui serpentent à travers les forêts avant de s'ouvrir sur de vastes panoramas côtiers. À Bornholm, nature, histoire et tradition culinaire s'entremêlent harmonieusement. La géologie de l'île est unique. Des formations granitiques s'élèvent abruptement sur la côte nord, près d'Helligdomsklippern, créant des falaises déchiquetées plongeant directement dans la mer. Les sentiers qui longent ces falaises offrent des panoramas spectaculaires. L'eau passe du turquoise au bleu profond, les vagues se brisent sur les rochers submergés et les oiseaux marins tournoient et plongent à l'horizon. Plus au sud, des plages de sable permettent un accès plus paisible à la mer, tandis que des forêts de hêtres et de pins s'étendent vers l'intérieur des terres, souvent ponctuées de petites fermes et de villages. Ce mélange de paysages sauvages et doux fait de Bornholm une destination particulièrement prisée des cyclistes et des randonneurs. Les sentiers serpentent à travers les terres agricoles, longent le littoral et pénètrent dans de paisibles clairières où le souffle du vent et le chant occasionnel d'un oiseau sont les seuls bruits perturbateurs. L'histoire est omniprésente. Hammershus, la plus grande forteresse médiévale d'Europe du Nord,
domine une colline rocheuse près de la côte nord-ouest. Ces ruines imposantes, avec leurs tours, leurs remparts et leurs cours, offrent aux visiteurs un accès libre. En parcourant ces sentiers, on découvre l'emplacement des postes de garde qui jadis protégèrent le littoral, on contemple les fjords et les îles au loin, et on imagine la vie à l'intérieur de ces murs de pierre il y a des siècles. La forteresse est complétée par les églises rondes de Bornholm, construites au XIIe et XIIIe siècle. Ces édifices circulaires en pierre, aux murs épais et aux petites fenêtres, servaient à la fois de lieux de culte et de places fortes. Leurs intérieurs, d'une simplicité saisissante, présentent des poutres apparentes, des peintures murales et résonnent encore des sermons séculaires. La gastronomie de Bornholm est un autre atout majeur. L'île est réputée pour son harengue fumé, une tradition culinaire transmise de génération en génération. De petits fumoirs, souvent peints en rouge vif ou en blanc, bordent les ports de Gudhjem, Svaneke et d'autres villes côtières. Les visiteurs peuvent admirer la fumée s'élever dans le ciel, humer les arômes de chêne et d'épices, et déguster du harengue fraîchement fumé le matin même. Cette pratique n'est pas qu'une question de saveur. Elle fait partie intégrante de l'identité de l'île, reliant les communautés de pêcheurs à leur histoire et à leur quotidien. Les cafés et restaurants locaux servent ce poisson accompagné de pain de seigle, de beurre et de légumes de saison, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir Bornholm dans toute sa splendeur. Les villages de l'île ajoutent charme et couleur. Gudhjem est bâti sur des rues escarpées qui descendent vers le port, bordées de petites maisons, de galeries et de cafés. Plus à l'est, Svaneke se caractérise par ses rues pavées et ses maisons à colombages, où des artisans vendent de la verrerie, de la céramique et des objets artisanaux. Dans ces villages, le rythme de vie est paisible. Les habitants se déplacent à pied ou à vélo d'une boutique à l'autre, les bateaux tanguent doucement dans le port et les enfants jouent sur les jetées. Bornholm mêle avec brio la beauté de ses paysages, la richesse de son histoire et la richesse de sa gastronomie. Que vous exploriez ses falaises et ses forêts, escaladiez les ruines de Hammershus, pénétriez dans une église ronde ou savouriez un harengue fraîchement fumé au port, l'île vous laissera un souvenir impérissable. Joyau danois de la mer Baltique, c'est un lieu où l'on prend son temps, où l'on contemple avec attention et où l'on savoure pleinement chaque bouchée. Samsø, petite île du Kattegat, est devenue un symbole de l'engagement du Danemark en faveur du développement durable. Bien que d'une superficie de seulement 114 km², sa réputation dépasse largement sa taille. Samsø est entièrement alimentée par des énergies renouvelables, et la transformation d'une communauté agricole traditionnelle en pionnière des énergies vertes est visible à chaque coin de rue. Les visiteurs remarquent immédiatement comment l'île concilie innovation moderne et vie rurale traditionnelle. L'histoire de la révolution énergétique de Samsø a débuté à la fin des années 1990, lorsque les autorités locales se sont associées aux habitants pour créer un modèle d'électricité 100% renouvelable. Aujourd'hui, d'imposantes éoliennes dominent l'horizon. Certaines tournent lentement le long du littoral, captant la brise marine, tandis que d'autres sont disséminées dans les champs de l'intérieur. Leurs pales blanches se découpent sur le ciel, rappelant constamment l'engagement écologique de l'île. De petits centres pédagogiques et des visites guidées permettent aux visiteurs de découvrir comment ces éoliennes produisent de l'électricité, l'injectent dans le réseau local et alimentent même les foyers en hiver lorsque les vents sont les plus forts. À Samsø, les traditions agricoles perdurent, de pair avec les innovations écologiques. Les champs de pommes de terre, de fraises et de céréales s'étendent en motifs géométriques réguliers. Les exploitations agricoles intègrent des pratiques durables, telles que la rotation des cultures, les engrais organiques et les machines économes en énergie. Les visiteurs peuvent visiter les fermes locales pour découvrir la culture et la récolte des aliments, déguster des fraises fraîches de saison ou savourer des pommes de terre préparées selon la tradition danoise. Le lien entre la terre et l'énergie, la tradition et l'innovation, est omniprésent. Le vélo et la marche sont les meilleurs moyens de découvrir Samsø. Les routes sont tranquilles et les sentiers serpentent souvent entre champs parsemés d'éoliennes, petits bois et falaises côtières. Les villages de l'île, comme Balen et Tranebjerg, sont compacts et accueillants. Maisons blanchies à la chaux aux toits rouges, boulangeries proposant du pain frais et cafés où les habitants s'attardent à bavarder sous le soleil de l'après-midi. Même les scènes du quotidien, enfants à vélo, bateaux de pêche rentrant au port, agriculteurs inspectant leur culture, reflètent un rythme harmonieux, fruit de la nature et de la technologie. Les visites de l'île incluent souvent des démonstrations de projets énergétiques,
comme des installations de panneaux solaires, des usines de biogaz et des parcs éoliens offshore. Les guides expliquent comment les habitants participent activement à la gestion du système énergétique, soulignant que la transition vers les énergies renouvelables a été menée par la communauté et non imposée d'en haut. Les visiteurs repartent avec une vision claire de l'impact global que peuvent avoir des initiatives à petite échelle et perçoivent l'île elle-même comme un laboratoire et un exemple concret. Samso n'est pas qu'une simple destination, c'est une expérience riche en possibilités. Elle illustre comment une petite communauté peut être pionnière en matière d'énergie renouvelable tout en préservant ses traditions agricoles et rurales. En flânant dans les champs, en gravissant de douces collines ou en observant les éoliennes tourner sur le ciel baltique, les visiteurs perçoivent concrètement la philosophie environnementale du Danemark. Efficacité, durabilité et beauté d'une vie en harmonie avec la nature. L'île laisse une impression durable, démontrant que l'innovation et le quotidien peuvent coexister, produisant à la fois de l'énergie et une nouvelle vision du monde. Au-delà du Danemark continental s'étendent deux territoires remarquables, le Groenland et les îles Féroé, dont les paysages et les cultures contrastent fortement avec la vie urbaine de Copenhague. Bien que faisant politiquement partie du royaume du Danemark, ces régions conservent des identités distinctes. Les visiter, c'est bien plus que cocher une destination sur une carte. C'est se confronter à des extrêmes de nature, de culture et d'adaptation humaine. Le Groenland, la plus grande île du monde, est un pays de glace. Les icebergs dérivent silencieusement le long des fjords, s'élevant à des centaines de mètres au-dessus de l'eau avant de fondre dans la mer. Les villages côtiers, souvent petits et colorés, s'accrochent à d'étroites bandes de terre habitables. La plupart des communautés vivent de la pêche et de la chasse, et leur rythme de vie est dicté par la météo, la durée du jour et l'état de la mer. Les routes sont rares, on se déplace en bateau, en avion ou en motoneige, selon la saison. Les visiteurs comprennent vite que le Groenland n'est pas un endroit où il faut se presser, mais un lieu où l'on prend le temps d'apprécier l'immensité, le silence et la résilience. Les vols en hélicoptère ou en petit avion offrent des panoramas sur les glaciers, les fjords profonds et, parfois, l'apparition d'un ours polaire sur la banquise, créant des souvenirs inoubliables. La culture du Groenland est tout aussi fascinante. Les traditions inuites de contes, de kayak, de traîneaux à chiens et de sculptures perdurent aux côtés de l'éducation et des technologies modernes. Les marchés locaux proposent des fruits de mer frais, des produits en peau de phoque et un artisanat qui reflète à la fois l'environnement naturel et l'histoire culturelle. Des villes comme Nuuk, Ilulissat et Sisimiut mêlent harmonieusement bâtiments modernes et maisons traditionnelles en bois aux couleurs vives, rouge, jaune et bleu. Ici, le visiteur peut observer la vie quotidienne. Des enfants patinant sur les baies gelées, des aînés comptant leur partie de chasse, ou des familles réunies autour d'un bon repas, tandis que les glaciers se dressent silencieusement en arrière-plan. Les îles Féroé, à mi-chemin entre la Norvège et l'Islande, offrent un spectacle d'un tout autre genre. Leur paysage escarpé, sauvage et verdoyant est marqué par des falaises qui s'élèvent presque à pic depuis l'océan Atlantique Nord. Des villages perchés sur ces falaises serpentent entre des maisons aux toits de tourbe, leurs ruelles étroites s'enfonçant dans la végétation luxuriante. Le climat des îles est réputé pour son imprévisibilité. Brouillard, vent et soleil soudain peuvent surgir en quelques minutes, influençant le quotidien des habitants et les explorations des visiteurs. Des liaisons par ferry, de petits aéroports et des sentiers de randonnée relient les îles dispersées, invitant les voyageurs à une immersion totale dans la nature. La culture féroïenne est profondément enracinée, fruit de siècles d'isolement et de solidarité communautaire. La pêche est au cœur de l'économie et du quotidien. Musique, contes et festivals rythment les saisons. Les visiteurs peuvent assister à des lancements de bateaux traditionnels, voir des moutons paître sur les pentes abruptes et déguster une cuisine locale à base de poissons, d'agneaux et d'aliments fermentés. Chaque village offre un aperçu intime d'une vie où l'ingéniosité humaine se confronte aux défis de la nature. Des murets de pierre épousent les flancs des collines, de petits ports abritent les bateaux des vagues déferlantes et les oiseaux marins se rassemblent sur les falaises, leurs cris emplissant l'air. Au Danemark, l'extraordinaire se cache souvent dans l'ordinaire. L'approche danoise de la vie, mesurée, réfléchie et axée sur le bien-être, se manifeste pleinement dans les routines quotidiennes, les espaces partagés et le phénomène culturel appelé hygge. Si le hygge est souvent traduit simplement par « confort », il est en réalité bien plus qu'une couverture et une bougie. C'est un art de vivre qui privilégie le confort, le lien social et les moments de calme au sein du rythme de la vie quotidienne.
Dans les foyers de tout le pays, le hygge s'installe discrètement. Les soirs d'hiver, la lumière des bougies vacille sur les rebords de fenêtres, adoucissant les pièces au ton feutré. Les familles se réunissent autour de la table pour de longs repas, partageant histoires, rires et spécialités locales comme le pain de seigle, le poisson fumé ou de copieux ragoûts. Les intérieurs privilégient les matériaux chaleureux, bois, laine et pierre, et un design épuré qui allie fonctionnalité et confort visuel. Bibliothèques, plantes en pot et textiles doux créent des espaces qui invitent à la détente. Le hygge est moins une question de décoration que de créer un sentiment de sécurité et de présence, une parenthèse dans le tourbillon de la vie quotidienne. Les cafés offrent un autre aperçu du quotidien danois. Les Danois s'y retrouvent pour un café, passant souvent des heures à lire, à discuter ou simplement à observer la rue. Nombre d'entre eux sont conçus pour inciter à la flânerie. Larges tables en bois, chaises confortables et coins intimes et conviviaux. Commander une pâtisserie, se verser une tasse de café et s'installer confortablement devient un petit plaisir quotidien. En hiver, le parfum des brioches à la cannelle se mêle aux arômes du café et le murmure des conversations crée une ambiance chaleureuse et apaisante. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est étroitement lié à ce mode de vie. Le Danemark figure régulièrement parmi les pays les plus heureux du monde, notamment grâce à des horaires de travail, des congés parentaux et des politiques du travail qui privilégient à la fois la productivité et le temps personnel. Les Danois se déplacent à vélo ou en transports en commun, appréciant le rythme du mouvement sans stress. Les bureaux et les écoles privilégient la collaboration et l'efficacité sans horaires excessifs. Il en résulte une société où chacun peut consacrer du temps à sa famille, ses amis, ses loisirs et les activités de plein air, élément clé du hygge et du bien-être général. La confiance sociale est un autre pilier de la vie quotidienne danoise. Les inconnus sont traités avec respect et fiabilité. Les espaces publics sont propres et sûrs, et les règles sont généralement respectées sans contrainte excessive. Cette confiance s'étend aux interactions au travail, dans la rue ou dans les transports en commun, créant un environnement où le quotidien est plus serein et moins stressant. Les visiteurs le remarquent immédiatement. Les vélos circulent en vagues silencieuses et synchronisées. Les gens font la queue patiemment devant les magasins. Et les cafés et les places publiques sont accueillants et sans intimidation. Le rythme du quotidien danois se perçoit dans le calme des soirées citadines. Des familles promènent leurs chiens dans les rues pavées, des étudiants se retrouvent sur les placettes et les réverbères projettent une douce lueur sur les trottoirs mouillés. Les soirées d'hiver sont particulièrement évocatrices. Les fenêtres brillent à la lueur des bougies, les voisins bavardent dans leurs jardins et les vélos glissent devant les devantures des magasins aux lumières tamisées. Dans les petites villes comme dans les grandes, on prend le temps de savourer les plaisirs simples, partager une boisson chaude, préparer un repas ou contempler le ciel qui s'assombrit au-dessus d'un canal. La vie en plein air reflète également ces valeurs. Même par temps froid, les Danois se déplacent aisément dans les espaces publics, à pied, à vélo ou en retrouvant des amis dans les parcs. L'intégration de la nature dans les villes, rues arborées, promenades en bord de mer, petits espaces verts, favorise un mode de vie qui valorise la réflexion, le mouvement et le lien social. Le Danemark du quotidien est sans fioriture, mais sa beauté réside dans sa constance. Bougies aux fenêtres, cafés tranquilles, repas en famille et rues paisibles contribuent à une culture du confort, de la confiance et du bien-être. Le hygge, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et la cohésion sociale, s'unissent pour créer une société où le bien-être se niche dans les petits détails du quotidien. Pour les visiteurs, ces détails sont aussi révélateurs que n'importe quel monument. Ils expliquent pourquoi le Danemark est régulièrement reconnu comme l'un des pays les plus heureux et les plus agréables à vivre au monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de découvrir les merveilles de l'Écosse.